Allô, Samuel de Paris, bonsoir. Il y avait un homme avec une mitraillette, il a tiré sur tous les gens qui étaient dans le bar, il faut envoyer les secours immédiatement, monsieur. Le SAMU de Paris, bonjour. Oui, bonjour, on vient de prendre des balles à côté du Bataclan, mon mari est blessé, moi aussi. C'est des mecs qui circulent en bagnole, qui tirent sur tout ce qui bouge, les mecs sont toujours pas arrêtés. D'abord, avez-vous l'impression d'avoir pensé au 13 novembre et aux jours qui ont suivi au cours de ce dernier mois? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir à une période ressassé l'événement? Estimez-vous que ces attentats ont une répercussion sur votre vie quotidienne? Pourriez-vous me raconter le 13 novembre 2015? Le 13 novembre 2015, c'est mon anniversaire. Dès les premiers mois qui suivirent les attentats, a été mis en place le programme 13 novembre. 1000 personnes ont livré dans ce studio leur récit intime de la nuit du 13 et la façon dont elle a bouleversé leur existence. Rescapés, familles endeuillées, mais aussi forces de l'ordre, secouristes, soignants, habitants des quartiers frappés ou spectateurs de la France entière qui ont suivi les événements depuis chez eux. Une étude scientifique unique au monde, réunissant 200 chercheurs en sciences sociales et en neurosciences, qui a pour mission de recueillir la mémoire des attentats en suivant un protocole très précis. Ces volontaires ont pour la plupart été interrogés à 3 reprises, en répondant à un même questionnaire, quelle que soit leur implication. Ce film a été réalisé à partir d'extraits des 4500 heures d'entretien. Des entretiens qui n'étaient initialement pas destinés à être diffusés et qui sont donc totalement inédits. Les récits, déployés sur 6 années, permettent d'éclairer d'un jour nouveau la façon dont les traumatismes évoluent et dont chacun tente de se reconstruire. Ici au Stade de France, on a toujours le même schéma avec des Français qui tentent des choses et les Bleus. Il y a eu cette déflagration. Et face à moi, j'ai vu les 6 chevaux qui se sont... qui ont tous tourné la tête vers le haut de la rue de l'Olympisme, c'est-à-dire derrière moi, et qui ont claqué des fers comme ça, face au Stade de France, face à la Porte D. Sur ma gauche, j'entends un monsieur qui hurle. Et je me jette sur lui pour le maintenir et essayer de le mettre en position latérale de sécurité. Il saignait beaucoup de la tête. Et là, j'avais ma radio police, mon téléphone en même temps. Ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Votre appel va être pris en charge. Là, je vois un autre corps dans l'angle de l'Evans et qui est à genoux, le torse couché au sol, la main droite relevée, posée au sol. Et il me regarde, il a des lunettes et il me regarde. Et je me dirige vers lui. Et en fin de compte, je pense qu'il est mort. Et je comprends que c'est quelqu'un qui s'est fait sauter. Je ne m'y attendais pas. Il se passe forcément des choses extrêmement graves ici au Stade de France. Et le public, évidemment, n'est pas au courant au moment où Griezmann... Et là, on a bien senti cette deuxième explosion, avec le souffle, quoi. Et là, je me rappelle pas beaucoup de choses. Je dis, mais putain, ils sont combien, quoi? Ils sont combien? Le stade est fermé. Ça veut dire que si le stade est fermé, il y a forcément des éléments extrêmement graves qui se déroulent autour du Stade de France. J'étais en train de jouer sur mon ordinateur et j'étais au téléphone avec ma copine en même temps. Et elle me dit, il y a quelque chose à Paris, je sais pas trop, je mets mon jeu sur pause, je vais regarder sur Twitter donc.
Puis je vois quand même que c'est pas un petit truc, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je vais dans le salon où il y a ma mère qui joue à la belote avec ses amis. Donc je crois que je dis quelque chose genre « Oh, je viens gâcher la soirée, j'allume la télé ». Et là, c'était encore la panique. C'était encore la panique. Ça criait de partout. Il a fallu d'abord absorber le choc, parce que c'était vraiment une explosion que j'avais jamais entendue. Absorber le choc. Après, il a fallu comprendre ce qui se passait. Après, il a fallu réagir, improviser. Et j'étais à fond dans la mission. Je vais vous dire pourquoi. Ça va vous parler parce que j'ai jamais pensé à mes enfants qui étaient petits. J'ai jamais pensé à eux. Contrairement à mes camarades, j'y ai pas pensé. Il y en a, ils ont dit je verrai plus ma fille, etc. J'ai peur de mourir. Eh bien, pour commencer, pourriez-vous me raconter le 13 novembre 2015 ? Pour commencer, pourriez-vous me raconter le 13 novembre 2015 ? Alors, Barn, ça commence. Pourriez-vous me raconter le 13 novembre 2015 ? Ça commence toujours comme ça. Je devais aller dîner avec ma famille et on devait se retrouver à 21h15 dans un restaurant qui s'appelle le Bistrot des Oies et qui est en fait juste à côté de là où il y a eu la fusillade. Quand je suis arrivée sur les terrasses, il y avait un monde fou, de la lumière partout, de la musique, et c'était super cool. Et j'ai vu des gens tomber, plein de gens tomber. Et à ce moment-là, j'étais toujours en train de penser que c'était des pétards, mais je comprenais pas pourquoi les gens tombaient. En fait, je me disais que c'était pour se cacher. Et d'un coup, tout le monde a commencé à courir dans tous les sens et je comprenais toujours pas. Mais en même temps, je continuais à fumer ma cigarette tout en regardant ça. Je pense qu'aujourd'hui ça va un peu mieux, mais j'en suis quand même pas certaine. J'ai été forcément très traumatisée. Je me sens coupable de pas avoir été blessée. Je me sens coupable de pas avoir été capable de sortir du restaurant pour aller aider tous ces gens. Je me sens coupable et à la fois j'y suis pour rien. Et on me l'a suffisamment dit, mais c'est quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui, même 6 ans après. Moi, j'étais à la veille de mes 40 ans. Je suis du 14 novembre 75. Et nous sommes allés manger donc, au restaurant Le Petit Cambodge, qui est un restaurant qui est un peu ma cantine, quoi. Le rythme était celui-ci. Ta, 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 ta. Quelque chose comme ça au départ. J'étais épaule contre mon frère et je me suis dit, j'ai eu une impression bizarre en train de me dire, attendez, je suis en train de me protéger là derrière mon frère, quoi. Qui est, excusez-moi, j'ai un peu d'émotion en vous disant ça, mais qui est une des personnes les plus importantes pour moi. Donc ça m'a fait, vous voyez, j'ai eu une sorte de réflexe de me protéger et puis à la fois, c'était derrière mon frère.
Les rafales ont repris avec des explosions de verre dans notre direction. Donc on s'est dit, mince, là ça vient vers nous. On a surtout entendu du verre brisé. J'ai pensé que je prenais un meuble sur mon dos. C'était des balles en définitive. Hein. Donc on venait de se faire tirer dessus, je venais de me faire tirer dessus et j'ai entendu mon ami Gaël crier. SAMU de Paris, bonjour. Enfin, madame, s'il vous plaît, il y a eu un attentat au Petit Cambodge à Paris et j'ai des amis qui sont blessés. D'accord, les secours sont déjà partis. C'est quoi le Petit Cambodge? Ils ne sont pas arrivés, c'est un restaurant. Madame, et ils ne c'est un sont pas restaurant encore et il y a arrivés. des blessés. Il y a combien de blessés dans le restaurant? Je ne sais pas, je sais que j'ai 3 amis qui sont blessés avec des coups de balle. L'un en bas Avec du dos. des balles, d'accord. Et ok. l'autre dans la jambe. Et les secours n'arrivent pas. On aurait pu s'enfuir depuis le départ, aller dans cette cuisine pour se mettre à couvert, mais on n'y a pas pensé, on était paralysés par la peur. Il y avait une impression lors de l'attentat, une impression de froid. Alors, c'est pas un froid physique, c'est mental, je sais pas comment décrire la chose, mais c'était... le mot glacé, quoi. On était glacé, j'étais glacé par ce qui était en train de se passer, glacé, quoi. Je me suis dit, mais aussi bien je suis mort et tout ça, c'est un rêve sombre depuis, quoi. J'avais eu cette idée-là qui m'était passée par la tête, quoi. Aussi bien je suis réellement mort sur cette cuisine du Petit Cambodge. J'ai pas l'impression d'avoir eu peur, mais quand même un sentiment de l'adrénaline qui est à fond, là, le cœur qui bat à toute vitesse, quoi. T'es là, mais allez, on reste au sol, et puis elle s'est hurler, on reste au sol. Sans règlement de compte, vous inquiétez pas, sans règlement de compte. Elle a pas arrêté de dire, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. J'étais collée à ma sœur, il y avait une amie qui était derrière moi, une autre qui était là, et puis nous on était toutes les deux, puis on s'est pris la main, puis je me suis dit, bon, au moins de toutes les deux qu'on est nés ensemble, si ça se trouve, on va y passer, mais de toute façon, on peut rien faire, donc il faut juste attendre que ça passe. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que c'était hyper calme dans mon souvenir, c'est une espèce de silence de mort. Le SAMU de Paris, bonjour. Oui, bonjour. Je pense qu'il y a une fusillade en bas de chez moi, rue Bichat, à l'angle avec la rue Alibert, au Carillon. Alors, il y a des gens blessés, c'est sûr. D'accord, ok. On gère. Faites vite. Le mec, il pissait le sang à côté, moi je l'ai pas aidé, quoi. Il demandait, c'est pas comme s'il demandait pas de l'aide, quoi. Il demandait de l'aide, quoi. Il hurlait. Même pas de donner la main au mec, quoi. Je me suis sentie, ouais, hyper coupable d'avoir été égoïste, quoi. Il y a un pompier qui est arrivé, je sais pas d'où il sortait, qui est monté sur le zinc, qui a fait tout le tour de la salle, qui a l'air complètement désemparé. Et là, j'ai dit, bah ça y est, les secours sont là, on peut rien faire. Moi, j'ai jamais fait de secourisme, j'ai aucun réflexe, je sais pas quoi faire pour aider. Donc faut qu'on s'en aille, quoi. Donc moi, j'ai fini par me relever, je dis, mais c'est bon, tout va bien. Et la Claire qui s'est mise à hurler, mais tu rigoles, mais rien ne va, t'es folle, tout va pas bien, quoi. Arrête de me dire que tout va bien, quoi. En fait, ils nous ont protégés, quoi, de ces gens qui sont morts. S'ils n'avaient pas été là, si ça se trouve, c'est nous qui aurions eu les balles, parce qu'ils faisaient écran, quoi. Depuis le 13 novembre, est-il arrivé que ces événements vous reviennent durant votre sommeil? Oui. Sous forme de rêves, de cauchemars? Oui, de cauchemars, plutôt. Et sont très proches de la réalité? Oui. Même si j'ai pas été blessée physiquement, bah en fait, même si psychologiquement, je m'en suis quand même bien sortie, bah en fait, je suis quand même reconnue comme témoin, je dirais. Ouais, témoin, ouais. Témoin, c'est peut-être mieux que victime, ouais.
Je suis là avec le médecin-chef sur place, rue Bichat, et j'ai besoin de 11 places pour 11 UA. Le bilan total, je peux te le donner. Oui. 16 UA, 11 décédés, 3 UR. Ok, c'est noté. J'ai vu une dame assise sur une chaise du carillon, la terrasse du carillon. Elle tenait son verre de bière, mais elle était morte. Elle était morte, elle avait du sang sur le visage. Elle était assise sur sa chaise, juste, elle tenait son verre, elle avait la tête baissée. J'ai vu des gens allongés par terre, mais très mélangés. J'ai assisté à leurs 5 dernières minutes de leur vie. Et c'est ça, je crois, qui est le plus difficile. Pour éviter de passer un coup de fil à tous ceux que l'on connaît à Paris, Facebook a lui rapidement mis en place cette nuit Safety Check, un système qui permet de signaler à tous ses amis que l'on est en sécurité. Le ministère de l'Intérieur a de son côté mis en place une plateforme sur le site. Pour nous qui sommes géographiquement proches et que c'est des lieux qu'on fréquente, bah c'est aussi à la fois se dire ouf, j'y étais pas. Et quand j'ai vu sur Twitter très rapidement cette opération porte ouverte pour les gens qui pouvaient pas rentrer chez eux parce qu'ils étaient dans les quartiers bouclés, ben c'est cette petite touche d'humanité qui a repris le dessus en fait. Et du coup sur Twitter, moi j'ai mis porte ouverte dans le 10e telle rue. J'ai un mec qui me suit en Allemagne qui me dit j'ai une copine qui est là, qui est allemande, qui est coincée dans un resto, est-ce qu'elle peut venir chez toi? Donc on échange par message privé. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est 3 jeunes filles qui sont arrivées à la maison. Quelle est l'ambiance? C'était dans une nuit cauchemardesque. C'est la chaleur de l'urgence, en fait. On se serre les coudes parce que c'est une situation où on est tous paumés, on est tous... on est tous perturbés, quand même. Je crois qu'on a tous peur, clairement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu peur. Je trouvais que ce qui était atroce... ce soir-là, c'est la multiplication des nouvelles, en fait. Et qu'à chaque fois, on se disait, on a atteint le pire, et bouf, un nouvel endroit. Le SAMU, bonjour. Oui, bonsoir. Il y a eu une fusillade. Ça y est, monsieur, les moyens sont engagés. Là, Ouais, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Écoutez, moi, je suis médecin, hein, je suis sous le choc un peu. Oui, je comprends, je comprends. Il y a eu, je sais pas, on vous a dit, je sais pas, il y a eu, ça a tiré à la Kalachnikov, je pense. Les gens hurlent, je sais pas. D'accord, sachez que les moyens sont engagés déjà, d'accord? J'avais rendez-vous à Place de la République. Ça devait être vers 8h30, 9h, avec un date Tinder, donc avec une personne que je connaissais pas encore. On a erré dans la rue pour trouver un bar qui nous plaisait. Et on n'a pas eu le temps de commander que les tirs ont commencé. En fait, il y avait quelqu'un vraiment juste à nos pieds, en train d'agoniser. Là, on s'est regardé, puis on a vu qu'on pouvait faire un garrot. Donc on a fait un garrot à cette personne. On a vu qu'il avait perdu pas mal de sang, qu'il était tout pâle. J'ai passé énormément de temps avec cette personne à qui j'avais aidé à faire un garrot et qui se trouve maintenant être un ami. Il y a eu un mouvement de panique parce qu'en fait le tireur apparemment était toujours là. Je me rappelle de quelqu'un qui s'agrippe à ma jambe, qui me dit me laissez pas. Et donc moi je suis resté du moins ce que je me souviens, c'est être debout dans la salle, à mettre des tables pour protéger les gens au sol. Mais j'avais un peu l'esprit, moi en tout cas pour moi, que soit que la peur était pas justifiée, soit que ça me concernait pas vraiment. Je m'aperçois que j'ai été très calme dans toute la soirée, à relativiser. Et au moment où j'essaie de dormir, je vois que en fait, j'y arrive pas. Et que là, émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je me mets à pleurer, j'ai des gros mouvements de... Enfin, j'ai des spasmes, j'ai des grosses vagues d'émotions qui m'arrivent. Et donc, tout ce que j'ai dû retenir avant arrive massivement à ce moment-là. Vous voyez, je le revis un peu, là.
Et non, c'est un peu fort, ouais. C'est quand j'ai été déposer plainte à la police et que l'officier de police, en relisant ma plainte, me dit donc vous venez déposer plainte pour tentative d'homicide sur votre personne. Et c'est là où j'ai compris la notion de victime. Estimez-vous que ces attentats ont eu des répercussions sur votre vie quotidienne, pour vous ou vos proches? C'est essentiellement le fait d'avoir vu une psy. Ça m'a aidé à une forme de résilience. Depuis le 13 novembre 2015, avez-vous l'impression d'avoir, à une période, ressassé cet événement? Oui. À quelle fréquence ce dernier mois? Plusieurs fois par semaine. Face au Café de la Bonne Bière. Donc, moi, j'étais dans le coffre de la voiture, puisqu'on a rempli la voiture, on n'a pas forcément déplié l'ensemble des choses, donc on est parti avec une voiture Croix-Rouge. Et quand j'ai ouvert celui-ci pour sortir, voilà, je me souviens être sorti avec une autre bénévole et on a sauté les 2 pieds joints dans une flaque de sang. Je pense que dans ma vie Croix-Rouge et dans ma vie tout court, c'était la première fois. Donc là, on voyait quand même l'ampleur des événements où il y avait une désorganisation, je vais pas dire totale, mais c'est vrai que moi, j'ai vu des grands cadres de secours perdus, j'ai vu des policiers égarés. Personne ne savait où donner de la tête, il y en avait partout. Et c'était compliqué de comprendre ce qu'il se passait. Là-dedans, par exemple, on avait des jeunes qui faisaient leur première sortie ensemble à Paris et qui étaient donc dans le bar, qui se cachaient sous les fauteuils alors que les portes étaient verrouillées, que le rideau de fer était descendu, que la police était présente, que la Croix-Rouge était présente. Et dire, bon, ben, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, faire en sorte que ces gens retrouvent, on va dire, un état psychologique stable. Je me suis pris l'ensemble des témoignages de chacun, puis parler aussi avec des personnes qui sont peut-être habillées comme moi aujourd'hui, mais qui étaient rouges de sang et qui disent, bon ben voilà, moi je suis rentré à 5 dans le bar, je suis sorti tout seul. Et voilà, j'ai plus d'amis et qui savent que ben ils ont rampé dans le sang de leurs amis pour sortir du bar. Et est-ce que vous avez eu des difficultés pour revenir à la normale? Personnellement, non, mais on pourrait dire, ben oui, mais tu es victime parce que tu étais sur place, donc tu as été impacté. Oui, mais j'ai pu échanger donc très rapidement avec les équipes mon équipe, avec mes amis. Donc oui, pour moi, je pense que le retour à la normale a été beaucoup plus facile que certaines autres personnes. Ça a disparu de mon esprit. Ça a disparu. Est-ce que vous est arrivé que des images ou des pensées liées à ces événements vous reviennent d'un seul coup en dehors de votre volonté? Mes images qui remontent chaque fois que j'y pense, c'est à peu près les mêmes. Hein. C'est cette grosse flaque de sang dans laquelle j'ai sauté pieds joints. Et c'est certaines victimes. Voilà. C'est celles qui étaient cloîtrées dans leur silence parce qu'elles étaient touchées. C'est celles qui... Et c'est les échanges et le dialogue que j'ai pu avoir avec eux dans la soirée. Je le vis très bien dans ma vie, mais je me rends compte que ça m'a impacté parce que ça va bien, et que s'il faut se concentrer dessus, ça prend aux tripes et ça serre le cœur. Voilà. J'ai vu un mec, moi surtout, genre avec une Kalachnikov. Un tireur, d'accord. Et il est où C'est passé hyper vite en fait. Il est sorti de la voiture, il avait une Kalachnikov persuadé quoi, genre à la main. Et en fait, il a vraiment tiré genre à n'importe comment sur les gens quoi. Vous restez à l'abri chez vous, d'accord? J'ai demandé à mon mari de mettre une chaîne d'infos en continu et le nom, à un moment donné, de La Belle Équipe est tombé. La Belle Équipe, je sais que c'est le bar où va ma frangine avec ses copines à peu près tous les vendredis soirs boire un verre. J'ai tout de suite envoyé un SMS et je me souviens très bien du SMS. C'était fusillade à Paris, t'es pas dedans, hein, dis, t'es pas dedans. Et je ne vais jamais avoir de réponse. Est-ce que vous avez ressenti un changement dans l'écoulement du temps au cours de la soirée? Ah oui. Chez moi, il s'est arrêté. Et il a repris quand j'ai eu ma sœur au téléphone.
Parce que arrêter le temps, c'était aussi potentiellement prendre le temps qu'elle soit en vie. Vous vous souvenez, vous avez gardé BFM TV ou les autres chaînes d'infos en continu toute la soirée, ou à un moment donné, vous avez coupé? Non, je l'ai gardé toute la soirée. C'était le seul lien, finalement, que j'avais avec ce qui était en train de se passer. Parce que moi, quand j'apprends ça, je suis dans mon canapé. Enfin, je veux dire, je suis à La Roche, je crains rien. En plus, moi, j'habite dans la cambrousse la plus totale. Vous ouvrez la porte, vous avez des oiseaux et des biches qui passent devant vous. Et je sais que je suis à un millième, 10 millième, enfin, que c'est rien par rapport à ce qu'elle a vécu. Ma femme est d'origine égyptienne. Et donc nous avons de la famille un peu partout, mais notamment au Caire. D'accord? Et c'est le Caire qui, en regardant la télévision, parce que nous on ne regardait pas la télévision, a vu en bandeau en bas de l'écran, il se passe à Paris des attentats. Enfin, il y a des attentats en cours, etc. Et donc, voyant ça, ils nous ont appelés en nous disant « Mais qu'est-ce qui se passe chez vous ?» Le dernier message que j'ai envoyé à Lamia, il était 23h45, un SMS en lui disant « S'il te plaît, on s'inquiète. Donc, contacte-nous. » Évidemment, elle était morte depuis 2 heures. C'était vraiment une fille du 11e. Et chaque vendredi, chaque week-end, c'était des sorties en groupe. Je crois qu'il n'y a pas un seul bar qu'elle ne connaissait pas, et ses amis pareil. À 10h20, j'ai un coup de téléphone de notre petit-fils, 13 ans, qui me dit « Grand-mère, regarde ce qui se passe, c'est terrible, je sais pas où maman et Thierry se trouvent. Regarde, s'il te plaît. » Nous changeons de chaîne et nous voyons les atrocités qui étaient en train de se passer, les attentats. Et des corps sur le trottoir de la belle équipe qui était déjà recouvert de linge. J'étais sûre que c'était elle qui était sous ce drap-là. Ce sont des images que vous avez vues à la télé alors que vous étiez dans la tente, c'est ça? Oui. C'est Paris, bonsoir. Oui, allô, il me faut de toute urgence pour la régulation de celui de Paris, l'administrateur de garde de l'assistance publique. Oui. Oui. Si, mais il faut absolument ouvrir la cellule de crise Victoria. On est déjà à au moins 20 morts et plusieurs dizaines de blessés. Nom de Dieu. Dans notre métier, beaucoup de journées se ressemblent. Mais elles se déroulaient plutôt bien. Il y avait nos habitués qui étaient devant le match, d'autres en terrasse à passer un moment. Quand il y a eu le... C'était tout enfumé, on voyait rien en terrasse. Moi, j'étais à l'intérieur, derrière le bar, et je ressors. Mais on voyait rien, on entendait juste... Il y a eu un gros silence. Et puis tout d'un coup, des cris de partout. Et cette fumée, cette odeur, des plumes qui volaient. Et puis, c'est à ce moment-là que la fumée elle a commencé à se stagner. Et qu'on a pu voir les gens... Excusez-moi. J'appelle la police. Quand on arrive, c'est surprenant. Sur la terrasse, il y a des peluches partout, des plumes peluches un peu partout. Sur le coup, on comprend pas. En fait, c'est la veste de la personne qui était... C'était la doudoune, quoi, qui était rembourrée. Et là, il y a de l'activité partout, des pompiers qui courent partout, des victimes un peu partout aussi. Là, on nous demande d'évacuer le bar, puisqu'on se rend compte que la personne qui s'est fait exploser porte des explosifs.
Donc du coup, ils ont évacué tout le monde. On était dans un bâtiment en face, dans une cour tout au fond. Ils nous ont mis des couvertures sur nous. Ils ont autorisé une dame qui était au rez-de-chaussée à nous apporter du café et du thé parce qu'on est resté longtemps. Et tout d'un coup, un groupe de policiers et de pompiers qui arrivent en courant, en criant, ça va répéter, ça va répéter. Et ils ont tapé aux portes des gens, ils nous ont fait rentrer à l'intérieur chez les gens. J'ai tout le temps cette sensation, encore aujourd'hui, que l'autre moitié de la bombe qui n'a pas explosé, qu'elle peut péter n'importe quand, n'importe où. Et ça, c'est... Est-ce que vous vous souvenez de la première chose que vous avez pensée, enfin de la première pensée qui vous a traversée? On va mourir, tout simplement. Pour moi, c'était ça. Pour moi, il n'y avait aucune issue, vraiment. Il faut s'allonger. Donc, comme j'ai mis du temps, en fait, je me suis retrouvée sur des gens, comme une sorte de bouclier. J'ai vu une gamine mourir à côté de moi. Et après, en fait, j'ai commencé à ressentir une vive douleur dans le pied gauche. Donc j'ai senti la balle rentrer. Et par chance, il y a eu une deuxième vague de personnes qui se sont levées. Donc je me suis levée. J'ai pas pu courir comme les autres. Je me suis retrouvée à terre où j'essayais de me protéger la tête pendant qu'au moins une bonne trentaine de personnes me piétinaient. Dont une nana avec, je sais pas, des hauts talons. J'ai encore la marque dans la cuisse. Et ensuite, il y avait des petites marches pour aller à la sortie de secours et je les ai dévalées sur le ventre pour pas être une cible trop visible. Et après, à l'extérieur, j'ai vu des corps. Et une personne m'a dit « faut pas rester là », m'a attrapée et m'a aidée à courir. Et j'ai vu à un carrefour qu'il y avait une voiture de police. Donc je suis allée les voir en me disant que peut-être qu'ils pourraient m'aider. Depuis le 13 novembre, penser à ces événements a-t-il pu déclencher chez vous des réactions physiques? Tremblement ou sueur froide. Ces sensations ou ces images sont-elles survenues encore ce dernier mois? Oui. Plusieurs fois dans le même mois. Depuis le 13 novembre 2015, est-ce qu'il a pu vous arriver que des images ou des pensées liées à ces événements vous reviennent d'un seul coup en dehors de votre volonté? Oui. Est-ce qu'elles vous semblent parfois si vives ou détaillées que vous avez l'impression de revivre la scène? Oui. Urgence 112, j'écoute. Oui, oui. Je viens de sortir du Bataclan. Oui. Il y a plusieurs personnes qui sont avec des kalachnikovs en train de tirer dans les gens dans la salle de concert. D'accord. Et il y a eu des blessés ou pas? Mais il y a des morts là, vous êtes fous? Il y a une salle blindée de concert avec des gens avec des kalachnikovs dedans. Oui, il y a combien de personnes à terre, monsieur? Mais j'en sais rien, il y en a des dizaines. Des dizaines? Et vous êtes où? Vous êtes Je suis sorti en courant. Partez, partez. Partez. J'avais croisé le regard d'un gamin qui était par terre et là j'ai compris dans quoi on était réellement parce que c'était clair pour moi, il est mort. Je sais pas comment on comprend ça automatiquement parlant, mais j'ai eu aucun doute, il était mort. Il y avait une tache de sang à mes pieds, je me suis allongé dedans à côté de la gamine. Et puis là, je lui ai tenu le bras. On s'est présenté, on a réussi à chuchoter
des petits mots. Je lui ai demandé comment elle s'appelait, elle m'a demandé comment je m'appelais, elle m'a donné son groupe sanguin. Je lui ai demandé si elle avait connu l'amour, parce que ça me paraissait être une chose importante. Elle semblait être de l'âge de mes fils, enfin de mon grand. J'ai donné 22 ans. Et là, on s'est dit, ça y est, c'est bon, on est parti pour la nuit. On entendait, on ressentait des pas et on avait vraiment l'impression que le type qui était en bas faisait le tri. Alors moi, c'est comme ça que je le voyais. D'un coup de mitraillette, il testait savoir si la personne était morte ou pas. Il se déplaçait. Alors que le terroriste est retourné sur la scène, le chef de la BAC 75 et son adjoint entrent seuls dans la salle et parviennent à l'abattre à 25 mètres de distance. La ceinture d'explosifs du terroriste se déclenche. Les policiers sortent alors sous le feu des kalachnikovs des 2 autres terroristes réfugiés à l'étage. Cette intervention, décisive, met un terme aux exécutions à l'intérieur du Bataclan. J'ai réalisé très longtemps après que, à mon sens, le truc le plus horrible, c'était que j'avais compris que c'était une tête qui venait de retomber. Parce que moi, je me suis retrouvé avec une tête de fémur juste devant moi, vraiment à quelques centimètres des yeux. Et ma petite voisine s'est retrouvée avec un morceau de viande sur le bras. J'ai pas du tout imaginé à ce moment-là qu'on était recouvert. Je l'ai compris ça en sortant, couvert de débris. On peut revenir sur le moment avec Elsa, là, parce qu'il y avait des échanges assez... Je sais pas si j'aurais tenu en place les 2 heures, si j'aurais réussi à faire le mort si elle n'avait pas été là, et inversement réciproque. Le fait d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre permet de se dire on est en dehors de ça. Permet de se dire on est vivant et je suis vivant avec du vivant autour de moi. Je suis directeur médical de Repassistance France et j'avais vécu tous les ressortissants français qui avaient été victimes des attentats du Bardo en Tunisie l'année précédente, en avril. Donc d'un point de vue, on va dire, blessure de guerre et d'un point de vue médical de la prise en charge de ce genre de victimes, j'avais déjà vu ce que c'était. J'avais déjà vécu un peu l'ambiance que ça crée, ce genre d'événement, parce que je pense que les victimes... elles passaient 5-10 minutes maximum dans ce poste médical avancé. Donc voilà, ça a quand même pas mal tourné, effectivement, à l'intérieur. On a eu une patiente qui nous a le plus, je pense, traumatisé tous ce soir-là dans le poste médical avancé. C'est une jeune femme qui s'est pris une balle en pleine face. Une balle de Kalachnikov, quand ça rencontre de l'os, ça explose. Donc effectivement, elle avait plus de face. Et elle était parfaitement consciente, elle essayait de parler. Et elle était très douloureuse parce qu'en plus elle avait pris une balle dans le bras, une balle dans l'abdomen ou dans la jambe, je sais plus. Et elle essayait à tout prix de communiquer, elle hurlait, elle était très douloureuse. Et elle représentait finalement tout ce que cette soirée avait d'immonde et d'ignoble, la jeunesse sacrifiée parisienne qui faisait la fête. Et cette femme arrivée, elle était vraiment jolie avant qu'elle se prenne une balle de Kalachnikov dans la mâchoire. Et on lève les yeux et on voit la masse de pompiers ou de secouristes ou de gens qui rapportent des victimes derrière, quoi. Et là, on se dit, non, on va pas y arriver, quoi. Enfin, le flux est trop important, on va pas. Il y a un espèce de sentiment à un moment donné de panique. Et puis une espèce de sensation aussi de vide abyssal. Il y a un patient qui était mort dans le poste médical avancé, et donc il avait été sorti et mis de l'autre côté de la rue sur un brancard avec un drap, et donc là on a commencé à se faire insulter par les gens les témoins qui étaient au-dessus, quoi, et qui disaient mais qu'est-ce que vous faites de ce cadavre, c'est honteux, machin, enfin toutes les... Voilà. C'est pas forcément le message qu'on a envie d'entendre quand on a passé 4 heures à essayer de sauver des gens. Bonjour, Paris, c'est le 93. J'ai une dame qui me dit que son fils a été gravement blessé. Elle ne sait pas si quelqu'un l'a transporté ou pas. Mais pendant les fusillades, là Parce que nous, on n'a pas encore le nom des gens. Une première patiente arrive, qu'on nous fait parvenir, dont on nous dit qu'elle a déjà été prise en charge en cardio. Ce qui est extraordinaire, c'est le type de blessure, c'est-à-dire que la balle n'est pas dans la tête comme quelqu'un qui se tire une balle pour un suicide.
elle a le visage enlevé en diagonale. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de chair en moins et on voit l'os. Je vois beaucoup plus de son visage. Je vois qu'elle est jolie. Je vois qu'elle est maquillée. Mais je suis en mode travail. Le côté émotionnel, je l'aurai après chez moi. Mais sur le coup, j'essaye de pas le mettre en... J'essaye de l'enfouir parce qu'il faut absolument bien travailler pour que la personne s'en sorte. Mon mari s'est réveillé quand je suis rentrée. J'ai pas pu parler avec lui. J'ai pleuré. J'ai pris une douche et j'ai pleuré beaucoup. Et même maintenant, je n'en parle quasiment pas. De ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai eu peur après coup, de tout ça. On en a parlé un peu avec les collègues, mais voilà, on n'en parle pas trop non plus parce que ça rend les choses réelles. Je me suis retrouvé dans ces urgences à vraiment me sentir de plus en plus mal. Je me souviens qu'on riait aussi dans cette horreur. Et je sais que c'était pas un manque de respect pour les victimes. Non, c'était une manière de tenir et de pas lâcher, psychologiquement. La nuit qu'on a passée aux urgences, on avait l'impression que le tireur allait rentrer dans les urgences en tapant dans la porte et en tirant sur tout le monde. On n'arrivait pas à s'enlever ça de la tête. On n'arrivait pas, on était comme dans un espèce de film d'horreur où on avait l'impression que ça allait arriver à nouveau. Est-il arrivé que les événements vous reviennent durant votre sommeil ? En fait, j'ai jamais rêvé directement du 13 novembre. Moi, je suis beaucoup plus imaginatif. J'invente d'autres attentats, je sais pas pourquoi. Je suis une autre personne, je suis ailleurs. Mais c'est ça à voir, C'est les mêmes sensations. Ces traumatismes ont conduit un grand nombre de civils, mais aussi de policiers, secouristes, médecins, à développer un trouble de stress post-traumatique. Une pathologie qui affecte plusieurs régions du cerveau, dont l'hippocampe, siège privilégié de la mémoire. La vie personnelle, sociale et professionnelle des personnes touchées en est impactée. On estime à 4000 le nombre de victimes physiques et psychiques des attentats. 200 volontaires du programme 13 novembre participent à une étude menée par des neuroscientifiques dans le cadre d'un autre volet du programme, l'étude Remember. Cette étude cherche à comprendre les mécanismes de contrôle de la mémoire qui régulent l'apparition de ces images traumatiques. Mon cerveau, il a déraillé, Que j'ai commencé à... Encore aujourd'hui, beaucoup moins grâce au MDR, mais à partir de ce jour-là, la moindre sirène, j'étais à genoux, Le cœur qui sort, les jambes qui flanchent. C'était impossible de rentrer chez moi et rester toute seule, parce que même chez moi, je me sentais pas en sécurité encore. Vous avez été hospitalisée finalement ou pas? Non. J'ai demandé un traitement plus fort et j'ai pas voulu. Je voulais pas... Pour moi, ça fait pas longtemps que j'ai accepté que je suis malade. Oh. Si vous avez besoin de respirer, tout ça, prenez votre temps. Vraiment. Ouais. La peur au ventre, elle m'a jamais quittée en fait. Je me réveille tous les jours avec, je dors avec, je me balade avec ça. C'est encore trop présent. Après, ça ne va faire que 3 ans bientôt là, donc cette soirée-là, je sais pas comment on peut oublier quelque chose de si monstrueux. Je sais pas comment faire en fait. Moi, j'étais pas dans cette démarche de post-traumatique. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais c'est pas du tout mon but, mais j'aurais tellement voulu. Je suis douillet, j'aime pas le mal, mais j'aurais tellement voulu au moins recevoir au moins un petit boulon, quelque chose. J'ai rien eu. Donc je me suis fait faire un petit tatouage commémoratif. Voilà, c'est histoire de marquer ma peau. C'est bête, mais je l'ai fait. Oh, c'est pas que ça va mieux, mais au moins c'est quelque chose. Je peux pas, si je fais tomber mon stylo sous ma table, je peux pas aller le chercher. Là, récemment, j'étais dans un café, il y avait un monsieur dans une voiture qui attendait. Et il me paraissait bizarre et je connaissais sa plaque d'immatriculation. J'aurais su dire quelle voiture il avait, quelle tête il avait, comment il était habillé. Voilà, c'est les conséquences que le 13 novembre a sur moi. Je déteste par-dessus tout la foule. Je suis de plus en plus sauvage, c'est-à-dire que j'aime de moins en moins les gens. C'est terrible à dire, mais j'ai beaucoup de mal avec l'humain. Je suis une vraie passoire.
Et encore maintenant. Ah oui, j'ai l'impression que j'étais en permanence assis dans la cuisine ou en train d'essayer de dormir. J'ai essayé de retrouver pendant 3 mois ce qui faisait que j'étais un être humain. Essayer de me laver avant de puer, de manger avant d'avoir faim. En 1 semaine, j'avais perdu 10 kilos. Mais j'étais loin, très très loin. Très très loin de ma norme et de la réalité. J'étais Bataclan 24 heures sur 24. Le simple fait de vivre était déjà exténuant. Non, ça me fout la trouille. Ça me fout vraiment la trouille. Si, je suis en pleine déchéance et j'ai 55 ans, ouais. J'en ai encore 30 à vivre. Mais c'est pas de la déchéance de pas forcément se rappeler des... Ah si. Je valais mieux que ça avant, quand même. Moi, Charlie Hebdo, c'est moi qui comptais les morts. Et je suis rentré dans Charlie Hebdo, et là aussi, on marchait sur le sang. Et j'ai compté les morts, c'est moi qui ai annoncé sur les ondes le nombre de morts de Charlie Hebdo. Donc fatalement, quand je suis arrivé au Bataclan, j'ai pensé à Charlie Hebdo. Ça, c'est sûr. À partir du moment où la BRI nous a indiqué que la fosse était sécurisée, nous sommes entrés dans le Bataclan, dans la fosse, pour sortir les blessés. Ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était la jeunesse des blessés. Moi, j'ai une fille de 21 ans qui aurait pu très bien s'y trouver. Et ça m'a beaucoup affecté de voir ces corps troués, enfin ces corps sanguinolents. Et les cris, quoi, les cris de douleur et les cris d'effroi, quoi. Je pense que parfois il y avait les deux aussi, mais je pense que les cris d'effroi étaient encore pires que les cris de douleur, je crois. Donc on a fait en sorte de sortir des blessés par dizaines. Quand les blessés ont été évacués, je me rappelle être rentré à nouveau dans le Bataclan avec les deux gardiens qui m'accompagnaient. Et là, on a vu l'ampleur du désastre, parce que alors c'était bizarrement, c'était devenu bizarrement silencieux. On avait devant nous des morts par dizaines, quoi, des morts par dizaines. Les terroristes sont toujours à l'intérieur. Ouais, ils sont toujours à l'intérieur. Et dans ces amas de morts, ce qui m'a le plus ému, c'est un couple de vieux, ouais, c'est pas si vieux que ça, ils avaient devoir 60 balais, quoi. Hein. Et j'ai vu manifestement que le mec avait protégé sa femme, quoi, hein, et qu'ils étaient enlacés dans la mort tous les deux. Et ça m'a assez scotché. Ça m'a assez scotché de voir ça. Ça dure peut-être 30 secondes, 1 minute, quoi. Hein. Ça dure 30 secondes, 1 minute. Et puis on vient me voir. Je me rappelle qu'il était minuit 7. Et les mecs de la BRI me disent on va attaquer. Ce soir-là, il y avait des collègues qui venaient de partout, du 94, il y avait des collègues de la BAC 75. C'était eux les primo-intervenants. Je parle même pas du commissaire et du brigadier qui, eux, ont fait un truc exceptionnel. C'est eux qui ont permis d'arrêter le massacre. Et quand je rentre, donc on voit tous les corps, mais partout. Il y en avait qui bougeaient, d'autres qui bougeaient pas. Au moins, ça fait penser aux charniers, tous ces corps, les uns sur les autres. Pour moi, c'était le fil directeur, c'était de trouver les terroristes. On était concentrés sur la tâche. Quand je suis monté là-haut, j'ai revu encore des corps. Et là, je me suis dit, j'étais en mode, si vous voulez, combat.
Je n'avais plus que de la haine au fond de moi. Ce qui me boostait, c'était le fait de savoir qu'il y avait encore des personnes vivantes dans le couloir. Et j'avais vraiment envie de les libérer. J'étais content d'être derrière le Ramsès. Je savais que c'était dangereux. Juste, excusez-moi, Oui. le Ramsès, c'est quoi? C'est un bouclier qui a à peu près 1,80 m de haut, qui fait au minimum 150 kg. Et une fois que la porte s'entrouvre, là, il y a un déluge avec un 47 là, de Kalachnikov. Je pousse, je continue. Et là, il y a une épaisse fumée dans le couloir qui s'installe. Et dès que je vois le terroriste, je le vois à peine, et là, je tire 2 cartouches. Et c'est vous qui l'avez tué? Le terroriste a été découpé au moment de l'explosion. Voilà, moi, je sais que le tir a provoqué son explosion après. L'assaut, pour moi, c'était... d'habitude, on parle du couloir de la mort. Pour moi, c'était le couloir de la vie. Et c'est une expérience que vous aviez déjà vécue auparavant? Non, jamais aussi fort. Non, ça peut pas être aussi fort. Non. L'assaut dure combien de temps? Je crois que l'assaut, ça dure 1 minute, à peu près. 1 minute 30 peut-être. L'assaut vient juste de se terminer. Au moment où je passe les portes de la salle de spectacle, j'ai compris ce que voulait dire mettre le cerveau qui se met en off, en fait. On devient un automate. C'est... Voilà. Vous rentrez et vous éprouvez aucune émotion. On a beaucoup parlé des odeurs. Ça vous est resté ou pas, Oui. ça? Ce mélange d'odeurs de poudre, de sang et de vieux, en fait. Ces odeurs de théâtre parisien, en fait. Là, je vous parle, je le sens. Ah, si vous voyez que j'en parle, j'ai toujours ce truc qui revient. Là. La poudre, le mélange de la crescent, la chaleur des locaux également, du Bataclan. Voilà, c'est comme si je rentrais de nouveau. Quand on en parle là, mais c'est bizarre. La fosse avait été découpée en 3 zones. Donc voilà, là, dans ma zone, j'avais 19 corps à gérer sur un tout petit carré. Le Bataclan, c'est une petite salle. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le Bataclan, c'était ma première scène de crime. Donc on commence cadavre par cadavre, dans une progression logique. Donc je fais les photos. Photos visage, main, partie haute, partie basse. Photographie des blessures en détail, donc entrée, sortie des balles. Et on progresse comme ça. Et je veux finir. Donc je fais pas de pause. Je suis incapable de vous dire l'heure qu'il était. Je ne sais pas. Là, il y a des morts, il y a des familles qui attendent. Et nous, notre boulot, c'est de les identifier pour pouvoir prévenir au plus vite les familles qui, elles, sont dans l'attente. C'est silencieux, on chuchote, mais il y a le téléphone portable qui arrête pas de sonner. Le téléphone portable avec maman qui s'affiche ou avec papa. Et là, on est là, J'en suis au total à 21 corps. Ça a commencé à devenir très compliqué. Là, pour le coup, on a fait travail à la chaîne, quoi. Alors, en marchant, c'était assez... On avait naturellement les surchaussures, les combinaisons, les masques. Enfin, on était en cosmonaute comme tout le monde. Et on marchait, il y avait du sang partout sur le sol. Enfin, on marchait sur le sang.
était à côté du Bataclan, une cour d'immeuble. Et ça, c'est une des images qui m'a le plus marqué de la soirée et de tout ça. Il y avait 8, je pense, jeunes dans la cour d'un immeuble haussmannien pavé, à même le sol, et c'était que des gamins qui étaient habillés en... Enfin, des gamins. Je suis ému. Qui avaient l'âge de mes enfants, tout près de chez moi, et qui étaient là pour faire la fête. Hein. Ils avaient tous des perfs, c'est tous des jeunes que les médecins avaient tenté de sauver et qu'ils n'avaient pas réussi à sauver. Ça m'a beaucoup ému. J'y repense encore, et d'ailleurs je suis ému quand j'en parle. Voilà. On agit, on est en même temps sur le terrain, donc on n'a pas le temps de se poser, de réfléchir. Jamais eu de cauchemar après ou de choses comme ça. Alors que j'oublie pas, je me balade dans Paris, il y a des endroits que je visualise comme avec ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais ça ne me hante pas et voilà, c'est ça, à la place où il faut. Je suis rentré chez moi, je me suis senti envahi par une tristesse très importante. En me disant, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai vécu, quoi. Comment ça se fait? Pourquoi on fait ça? Pourquoi de tels événements? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de tristesse? Quand je suis seul dans ma bagnole, j'ai l'impression d'être écrasé, j'ai l'impression d'être un poids j'ai l'impression de rapetisser. C'est drôle, quoi. Ça, c'est drôle. J'ai l'impression de rapetisser. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Les images qui me resteront, c'est ces images de gamins, en fait. Ils avaient 20 ans, qu'on sortait blessés, éberlués. Les gamins, ils se disent, putain, mais je suis bien, là. Et puis là, j'ai des trous partout, quoi. Donc, quand on va sortir ces gamins hachés, ouais, c'est dur, quand même. C'est dur. C'est peut-être même plus dur que les morts, d'ailleurs. Là, je vous en parle, je peux vous en parler, j'ai pas de souffrance. Parce que je pense pas à la souffrance des gens, je vois des images. Le silence des morts. Des images. J'ai des lumières, vous voyez? Des lumières un peu jaunâtres. C'est drôle, hein? Un peu rouge, un peu jaunâtre, un peu sombre. Ces images-là, pour moi, ne sont même plus violentes. C'est bizarre ce que je peux vous dire, hein, mais elles sont même plus violentes. C'est parti d'un moment important que j'ai vécu et que voilà. Depuis le 13 novembre 2015, avez-vous l'impression d'avoir ressassé cet événement? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Alors là, pas du tout. Il n'y a qu'à vous, j'en ai parlé aussi de manière détaillée. Hein. C'est la 3e fois que j'évoque cette soirée du 13 novembre. Il n'y a qu'ici où j'ai évoqué le moindre détail. Voilà, c'est simple, il n'y a qu'ici. Est-ce que vous pouvez dire quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous pensez aux événements du 13 novembre? Ces sentiments de haine, j'ai que de la haine pour c'est encore plus depuis le 13 novembre. Au cours de ce dernier mois, avez-vous l'impression d'avoir pensé au 13 novembre et aux jours qui ont suivi? Oui. Trop souvent. Ces sensations ou images vous semblent-elles parfois si vives ou détaillées que vous avez l'impression de revivre la scène? Oui. Est-ce qu'elles sont pénibles? Émotionnellement, oui. Est-ce qu'au sein de votre service, de votre unité, est-ce qu'il y a eu des cellules d'aide psychologique qui ont été mises en place? Non. Il y en a une qui a été mise en place au niveau du siège à Paris. Sauf qu'ils avaient oublié de prévenir les antennes départementales. Moi, j'ai consulté à l'extérieur. Les gens finissent par se rendre compte que je vais pas bien parce que, en fait, au fil du temps, je finis par prendre au total 20 kilos, quoi.
Donc voilà, les gens savent que ça va pas, mais comme essayent de me faire parler, mais je préfère pas inquiéter. Je me débrouille toute seule. Même si encore aujourd'hui c'est dur, à aucun moment je vais changer de boulot. Ce soir, mon téléphone sonne pour me dire qu'il y a un deuxième Bataclan, j'y retourne. J'y retourne. Alors le 13 novembre, je n'étais pas en France, j'étais à l'étranger. Et quand vous apprenez la nouvelle comme ça, sans être dans le pays vraiment, vous voulez absolument voir la réalité des faits, voir tout de suite des vidéos. Donc à l'aéroport, ce qui était bien, c'est qu'il y a des écrans vraiment partout. Donc là, on a eu les images vraiment en pleine face. Donc j'en ai encore la chair de poule parce que c'était très émouvant. Quelle a été votre première réaction ? J'ai pensé tout de suite à mes enfants, pourtant qui étaient sur Caen, et puis mes amis qui habitent dans le 10e, 11e. Je me suis dit, si c'est elles qui sont en terrasse, voilà, c'est vraiment les proches, l'entourage très proche. Quand vous êtes arrivé à Paris... Alors on a pris un taxi. Et là, tous les volets fermés, pas une personne dans la rue. Donc en fait, on voyait que les gens avaient peur et s'étaient enfermés. Ça fait 2 ans, quasiment, oui. On commence un petit peu à peut-être, je vais pas dire revivre, parce que ça m'a pas empêché du tout de vivre, mais de moins y penser non plus, parce que on s'attend toujours à ce qu'on nous annonce aux actualités, encore un attentat. Depuis le 13 novembre, est-il arrivé que des images ou des pensées liées à ces événements vous reviennent d'un seul coup, en dehors de votre volonté ? Je dirais, je vois des personnages en noir, une arme, des gens au sol. Et voilà, c'est principalement ça qui me revient quand il y a une scène c'est ça que je vois. Dans certains hôpitaux, des photos des victimes non identifiées ont été prises pour les montrer aux familles. Parfois, on n'a pas eu le temps. Un laps de temps très court, il y a une espèce d'information énorme qui arrive d'un seul coup. Comme c'est un peu comme un camion dans la gueule, en fait. Évidemment, on se baigne et on se nourrit de toutes ces informations qu'on peut voir à la télévision, sur les chaînes d'infos, à la radio, ce qu'on va chercher sur Internet, les images parfois gore du Bataclan qu'on trouve de façon fortuite. Il y a un double sentiment, enfin, le sentiment où, à un moment donné, j'ai vu quelque chose qui était horrible et j'ai vu une certaine réalité. Et puis, un sentiment aussi un peu de honte, de dire pourquoi t'as été chercher ça. Qu'est-ce que vous recherchiez comme type d'information ? J'avais besoin de comprendre qui était l'État islamique, qu'est-ce qu'il faisait. Et puis, à l'extrême opposé, c'était aussi la recherche d'informations peut-être plus personnelles, enfin, savoir qui étaient ces gens qui étaient décédés. En tout cas, moi, dans mon processus, le fait de connaître le déroulé me permet d'avoir peut-être une appartenance plus précise et d'accepter. Je veux voir où ça a eu lieu. Non pas que je mette en doute ce qu'on a pu voir à la télévision, mais le voir en vrai, ça m'appartient plus. À un moment donné, on s'est mis... Enfin, en tout cas, moi, je me suis mis en état d'urgence. État de survie, on est en état de guerre. Je sais pas, ça a dû réveiller un instinct primaire de survie qui s'est engagé... qui est toujours engagé. Au cours de ce dernier mois, quelles émotions avez-vous ressenties en pensant aux événements du 13 novembre 2015 ? J'ai pas d'émotion particulière. C'est vraiment de l'ordre du souvenir. La mairie du 10e m'a contacté en me demandant si j'acceptais qu'on utilise l'école comme cellule de crise pour pouvoir recevoir les gens. Il y avait des gens qui étaient au Bataclan, qui étaient à l'intérieur de la salle, il y avait des policiers, il y avait des parents d'élèves. Et puis après, on a eu des enfants qui venaient de la rue Bichat qui, eux, ont été réveillés, ont vu tous les secours. Ils n'ont pas vu l'attaque en elle-même parce qu'elle n'a pas duré si longtemps que ça. Mais en revanche, les pompiers, les victimes au sol, les choses comme ça, donc ils ont vu. On a des familles qui ont ensuite été en grande détresse.
Il y a un autre sentiment aussi qui est assez difficile à comprendre, c'est entre gens qui étaient présents, on se comprend tout de suite. Avec des gens qui n'étaient pas présents, souvent on est obligé de justifier des choses et tout ça qui nous amène assez vite à l'agacement et assez vite à ce qu'on arrête la conversation. Parce qu'on a l'impression qu'on ne se comprend pas. Est-ce que vous avez des difficultés à revenir à la vie normale, si on peut parler de vie normale, après ces événements? J'ai arrêté mes antidépresseurs la semaine dernière. C'est peut-être pour ça que les larmes montent d'un seul coup, d'ailleurs, là. Parce que, voilà. Quand vous y pensez, ce qui vous revient, est-ce plutôt des choses que vous avez vécues, des images médiatiques ou éventuellement autre chose? Ce qui me revient, c'est ce que j'ai ressenti et la tension dans laquelle ça m'a mis. Ça me revient tout de suite. C'est presque viscéral. C'est quand on m'en reparle, c'est aussitôt, c'est comme si je me retransposais et comme si mon corps se remettait en état de... Ben, il va falloir réagir, il va falloir ceci, il va falloir tenir, il va falloir tout ça. Donc ça, c'est vraiment une sensation, ouais. Donc le samedi matin, on s'est rendu sur place avec d'autres bénévoles de mon unité pour accueillir les proches des victimes qui les recherchaient, puisque à ce moment-là du week-end, déjà on n'était pas sûr du nombre de victimes, on connaissait pas le statut des victimes, est-ce qu'ils étaient encore vivants ou non, dans quel état, sur quel hôpital. Et toute la journée, ça a été... sur place, il y avait des personnels à la Croix-Rouge, du personnel de la police judiciaire, des psychologues. Les familles des victimes arrivaient à l'entrée de l'école militaire, ils étaient ensuite conduits en voiture. Une première équipe les prenait en charge à la sortie de la voiture, parce que beaucoup faisaient des malaises ou avaient besoin d'un support physique, au moins, ne serait-ce que pour se déplacer. Donc là, c'était plus un accompagnement, psychologique, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais voilà, un accompagnement pour ces personnes-là, parce qu'elles voulaient connaître les démarches pour voir le corps de leurs proches. Donc jusqu'au matin, on n'a pas su. La matinée, rien du tout. Et dans l'après-midi, j'ai un autre coup de téléphone d'une personne du ministère qui me demande quelle est la dentition de notre fille, quelle est la couleur de ses yeux, quelle est sa poitrine, quelle est sa taille. Je dis, elle est sous vos yeux, dites-moi si elle est morte ou si elle est blessée. Cette personne me dit, non, je peux rien vous dire. C'est seulement des questions qu'on m'a demandé de vous poser. À un moment, on était assis autour d'une table. Il y a une jeune femme qui s'approche de moi et qui me dit, Marie-Aimée est à la salpêtrière. Elle est seulement blessée. Je me lève, folle de joie. Je dis, dis-moi où elle est, dis-moi où elle est. Puis elle me regarde, puis elle me dit, excusez-moi, je me suis trompée. Je me suis trompée de personne. Après, c'était minuit moins le quart. On a appelé la famille. Puis on est monté à l'étage, on nous a annoncé qu'elle avait été assassinée. Dans la première rafale avec Thierry, qui avait voulu se jeter sur elle pour la protéger. Et puis Justine, qui était la marraine de notre petit-fils. Les 5 amis qu'on connaissait comme nos enfants, qui étaient aussi tous morts. J'ai pris en charge une famille qui avait perdu ses 2 filles, qui avait 20 ou 21 ans, je ne sais plus exactement, qui avait été tuée je ne sais plus quel restaurant, au Petit Cambodge, je crois. On ne peut pas rester indifférent à cette souffrance. Je me sentais touché, là pour le coup j'aurais souhaité être loin.
Mais ensuite, j'ai passé le relais parce que j'y arrivais plus. J'en ai pas fait des cauchemars, ça m'a pas empêché de dormir, mais on y pense forcément tout le temps. Et puis après, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'on y pense de moins en moins. Honnêtement, je serais incapable de vous dire au bout de combien de temps j'ai arrêté d'y penser toutes les heures. Et vous, il y a eu des conséquences dans votre vie quotidienne? Non, enfin, voilà, c'est un événement qui fait partie de notre histoire maintenant, mais j'ai pas... Je veux dire, je m'interdis pas de repasser dans ces lieux-là. Ça n'a pas changé mon mode de vie aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je n'ai pas l'impression, 6 ans après, d'avoir fait évoluer mon mode de vie vis-à-vis de ça. Et moi, le souvenir que j'ai de ce premier samedi soir, donc le 14 au soir, ça a été impressionnant parce que spontanément, donc, beaucoup de gens sont venus, des jeunes, c'est surtout des jeunes. Dans l'appartement, 30, 40 personnes sont venues. Un silence incroyable, mais un silence, je dirais, un silence humain. C'est pas un silence, excusez-moi l'expression, de mort. C'est un silence humain, un silence proche. Ils sont assis par terre, un peu partout. Et puis ils étaient là. On a parlé avec un ami de ce qu'on pouvait faire. Donc on a décidé d'organiser un rassemblement à Thionville le dimanche. Donc j'ai créé l'événement Facebook. Lui a invité ses 500 contacts. Voilà. Donc on a fait ça devant la mairie. On a dit aux gens d'apporter ce qu'ils voulaient, des fleurs, des bougies, qu'on aurait un rassemblement pacifique en hommage aux victimes. C'est peut-être un peu cliché, mais je pense que j'ai vieilli un peu d'un coup. Et je pense que ça a un peu marqué l'entrée pas d'un militantisme, mais un peu d'une prise de conscience qu'il y a des choses à faire, qu'il faut se renseigner, qu'il faut s'informer, qu'il faut essayer de comprendre pourquoi, comment, et essayer de pas rester totalement inactif. Depuis le 13 novembre, est-il arrivé que les événements vous reviennent durant votre sommeil? Quand vous en parlez, vous parlez plutôt des événements ou des souvenirs qui vous reviennent? Plutôt des événements, oui. On était à moins de 10. On était 3 psychologues, 3 psychiatres, je crois, et le reste, c'était des infirmiers. Et là, en fait, on se rend compte qu'il n'y avait personne sur place. On est la première équipe à intervenir sur l'Institut médico-légal. Donc on arrive vers 7-8 heures. Et je sais qu'on revient à l'hôtel, il est 23 heures. Qu'on n'a pas la notion du temps. Au début, c'est un peu difficile parce que c'est une situation, même si on est formé à l'urgence, à médico-psychologique, etc., là, c'est quand même un contexte bien spécifique. Donc, en fait, moi, j'essaye de me référer à mon expérience et mes théories pour être le plus efficace possible. Notre rôle en tant que clinicien, là, c'est d'être dans l'évaluation et de repérer s'il y a des risques de décompensation, des risques suicidaires ou des risques des personnes qui sont plus fragiles, qui pourraient perdre un peu le contact avec la réalité. Et puis, dans un dernier temps, c'est d'orienter pour les personnes les plus fragiles vers des consultations dans leur secteur le plus tôt possible. Moi, je suis originaire de Bretagne, on habite à Concarneau, dans le Finistère. Et notre fille aînée était résidente, elle, à Paris. Elle était professeure d'anglais à Colombes, Estelle, 25 ans. Et donc là, le directeur de l'IML nous a reçus en nous expliquant que, vu la quantité de personnes à identifier, c'était
Là était la difficulté. On a attendu sagement. Puis on a été reçus par une psychologue à l'IML, qui était très bien, qui nous a bien préparés. Elle nous a dit, ben voilà, vous allez la voir, voilà, derrière une vitre et pour l'identification. Donc ça a duré 5 minutes. On nous a fait rentrer dans une pièce. On nous a expliqué comment elle allait être. Donc on a vu une petite partie de son visage. Voilà. Évidemment, on l'a reconnue. Et ça nous a soulagés de la voir, quoi. Ça y est, on savait où elle était. J'entendais tout le temps mort, mort, corps, sang. Et ça, c'est comme une bande sonore la nuit. Il aurait fallu un vrai débriefing. Au moins, il aurait fallu ce débriefing-là à la fin des 3 jours. Nous tous ensemble, parler de tout ce qu'on avait vécu, etc. Mais pareil, ils viennent d'Orléans, de Chartres, moi de Dreux, avec ma voiture. La seule chose dont on a envie, c'est d'être chez nous. Et les jours qui ont suivi, j'ai aucun souvenir. On nous a dit, ben, vous pourrez venir faire la levée du corps mardi à 14h. Vous aurez 30 minutes pour voir votre enfant. Pas plus. Et là, on était dehors sous la pluie. Il y avait 4 ou 5 familles en même temps. Et donc, ils ont ouvert la porte quelques minutes avant. On s'est tous engouffrés dans un couloir. Et sur le côté, vous avez les chambres mortuaires alignées. 4 ou 5, je me rappelle plus. Pas de nom, rien. On est tous rentrés là-dedans. Les gens, à la limite, rentraient dans une mauvaise chambre. Enfin, c'était la pagaille totale. Les gens criaient, les gens hurlaient. Il y avait des gens qui tombaient de chagrin. J'ai vu des gens par terre. On dit, voilà, Thomas, c'est là. 4e. Et je vous jure que c'était 30 minutes chrono. Il n'y a pas eu le coup de sifflet, mais presque. Et là, ils ont sorti tous les cercueils à la queue leu, tous les corbillards, et tout le monde est parti. C'était, je sais pas, une usine, quoi. C'était tout le monde en même temps. À la messe d'enterrement, nous voulions réunir toutes les religions, puisque notre chambre était juif, Oda était musulmane, Hyacinthe était musulman, les autres étaient catholiques, la marraine était catholique. Donc nous voulions faire une même cérémonie pour tous. Mais ça n'a pas été possible. Parce qu'un rabbin n'a pas le droit de venir dire une prière dans une église catholique, alors que lui les accueillait, et l'imam non plus. Mais nous avons fait faire des chants juifs pendant la messe. Et l'imam est venu au cimetière pour bénir les 3 tombes. Je suis opticien, optométriste, donc j'analyse régulièrement la vision de mes clients. J'ai beaucoup de clients qui, dans leur panique, ont perdu le contrôle de leurs sens. Ce qu'on appelle une accomitance, un blocage de leur vision, un blocage de leur pupille, un blocage de leur oreille interne. Les gens, intrinsèquement parlant, physiologiquement parlant, leur corps avait changé, la gestion de leurs sens avait changé. Je découvrais que ils avaient tous quelqu'un qui avait été touché
Que ce soit à la Belle Équipe, que ce soit au Carillon, que ce soit au Bataclan. Ils ne savaient pas comment en parler. Je m'attendais à ce que des gens quittent le quartier. Non, ils y sont attachés. Ce qui était marquant, c'était toutes ces fleurs qui ont été déposées. Partout, toutes les bougies qui ont été déposées. Et au final, c'était les habitants voisins qui ont demandé d'enlever les fleurs parce que pour eux, c'était un rappel tous les jours de la souffrance, parce qu'ils avaient vu et connu. C'était dur de vivre avec cette mémoire de cette nuit. Il manque cette lumière, cette lueur. C'est donc la raison principale pour laquelle tant de gens sont partis, vous pensez? C'est le trauma. Mm. C'est le trauma, le fait de revivre cet attend-là. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Pourriez-vous me dire si ces événements ont modifié votre façon de fonctionner au quotidien? Totalement. Je suis devenu beaucoup plus engagé, beaucoup plus volontaire, beaucoup plus militant. J'ai développé des relations beaucoup plus humaines, beaucoup plus fortes. Tous les jours, personnellement, je suis retourné à la Belle Équipe. Et je vais dire quelque chose d'assez étonnant. Je ne connaissais pas la Belle Équipe, mais j'en ai fait ma Belle Équipe. Nous nous en sommes fait notre Belle Équipe. On y allait pratiquement tous les soirs pour des bougies, des fleurs. Et comme on savait exactement où l'ami avait pris son dernier verre, exactement à 2 cm près, on mettait une bougie à cet endroit-là, on mettait des fleurs à cet endroit-là. Moi, j'en suis incapable. Je crois que je pourrais jamais aller voir. Je vais aux commémorations la journée et le soir, je vais au Carillon. J'ai laissé une partie de moi là-bas. Peut-être une partie d'insouciance, je sais pas, d'innocence. Mais maintenant, je me sens bien quand je suis là-bas. J'ai peur d'oublier. Je vois bien que mes souvenirs changent, qu'ils évoluent, qu'ils disparaissent et j'ai pas envie. Je garde en moi la mémoire des 130 victimes, plus particulièrement ceux de la Belle Équipe, évidemment. Et chaque semaine, je fais le tour des plaques sur Paris pour voir comment elles sont. Ils ont plus de vie, mes parents. C'est Chloé. Mais il faut qu'ils récupèrent leur vie, là. Ça fait 6 ans qu'on la porte. Et pour autant, je suis victime. Moi, il y a un trauma pas dépassé. Enfin, il y a des choses qui me travaillent la couenne très férocement. C'est que moi, la violence, je l'ai vécue pleine poire. Et je l'ai vécue dans quelque chose de surmultiplié, d'atroce, Et donc, je sais plus ce que je dois faire. Et c'est pour ça qu'aussi, ça m'a impacté. Quand je vous dis tout vole en éclats, c'est que, à un moment, je suis à 2 doigts d'arrêter ma carrière professionnelle. On est à 6 ans, on n'est pas sorti, hein. On n'est pas sorti, quoi. Alors que, naïvement, je pensais que les choses allaient reprendre leur cours. Hein. Et non. Non. Et je suis quasiment persuadé qu'elles ne le reprendront jamais. Quand je suis en famille, ça va. Mais quand je suis tout seul, je pleure pas systématiquement, c'est pas vrai. Mais de temps en temps, oui. Quand je suis tout seul en voiture, qu'il y a une certaine musique qui passe, quand je prends l'autoroute, ce panneau 130, là, chaque panneau 130, c'est les 130 victimes. Même s'ils sont 131 maintenant, mais moi, c'était les 130 victimes. C'est tout le temps, tout jour et nuit. Je me suis mis au sport. J'en faisais pas avant, à part du cheval. Mais j'ai eu la chance de bénéficier d'une reconstruction par le sport. Je fais du rameur tous les matins de façon... J'ai pas d'autre mot que dire je me mets minable. Et ça me fait du bien.
Des fois, j'utilise cette image, mais pour moi, c'est une pliure, cet attentat, au milieu de ma vie. C'est-à-dire que c'est arrivé en plus pour la fusillade qui nous concerne, qui me concerne. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. Je crois que ça a duré 45 secondes à 1 minute. Mais il y a un avant et il y a un après. Ma vie est pliée en deux avec cet attentat, quoi. J'ai un rapport un peu dépressif avec la vie, quoi. Enfin, la vie est moins jolie qu'avant, quoi. Ouais, parfois j'ai l'impression que ma vie est foutue, quoi. À un moment, je me suis pas senti les épaules pour avoir un enfant, ce qui était un souhait de ma copine. L'âge avançant, je pense que c'est plus possible. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un peu dur. Et en plus, ça vient vraiment de l'attentat, quoi. Je veux dire, sans ça, je pense que la vie ne serait pas déroulée de la même manière. Aujourd'hui, en plus, parce que maintenant que c'est plus possible, je me dis que en fait, j'aurais vraiment voulu. J'ai vendu ma maison. J'habite plus dans la même ville. Le couple a explosé, donc la famille a... Voilà. Mon mari m'a quittée en début 2018 et on a officiellement divorcé début 2020. La psychologue nous avait dit attention, vous n'allez peut-être pas réagir de la même façon, il va falloir respecter les réactions de l'un, de l'autre. Ça va être difficile, votre couple va souffrir. Non. Et ben si. En fait, si vous voulez, mon mari, il a fait rideau, quoi. Il voulait plus en parler, mais jamais. Il pouvait plus prononcer le nom de sa fille. Dès qu'il y avait quelque chose à la télé concernant les attentats, on me coupait, voilà. Alors que moi, c'était tout le contraire. Et nous avons encore des enfants, puis ce petit-fils qui est maintenant chez nous. Nous faisons en sorte qu'il soit pupille de la nation, parce que ça serait important pour lui de pouvoir faire les écoles qu'il voudra et d'avoir l'aide de l'État. Hein. S'il nous arrive quelque chose, ça sera très, très important. Je suis tutrice de mon petit-fils maintenant, qui va avoir 16 ans la semaine prochaine. C'est très difficile d'être seule avec lui. Parlez-moi un peu de votre travail. Mon travail? Ouais. Ben, il sauve ma vie. D'aider les autres, ça aide à ne pas penser à soi. Moi, je travaille 10 heures par jour. Hein. Et je commence à 8h30, je finis à 8h le soir. Et ben, je reçois des adultes, des enfants en thérapie. Et ben, ça rend ma vie utile parce que je crois que je vais les aider à être des adultes accueillant l'autre dans sa différence et non pas comme un ennemi. Je m'étais donné qu'avant mes 45 ans, j'aurais mon petit bar à tapas, bar à cocktail, parce que mon métier à la base, c'est les cocktails en fait. Moi, j'adorais mon métier. Moi, je quitte pas mon métier parce que j'en ai marre de la restauration, pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, je me sens incapable d'être une bonne responsable, de gérer un établissement, de gérer une équipe, alors que j'ai du mal à gérer mes émotions, c'est pas possible. Et du coup, je pars en reconversion professionnelle dans le commerce plutôt. J'essaie d'aller là où il y a le moins de danger, on va dire. Mais est-ce que même là, on serait à l'abri? Je suis pas sûre. J'étais dans ce métier de photographe, indépendant. J'ai eu envie de changer de métier. Enfin, j'ai essayé de reprendre la photographie, ça s'est très mal passé. J'ai arrêté de travailler, quoi. Et donc, depuis, j'ai pas vraiment de revenus, j'ai pas vraiment de... Enfin, quand je dis j'ai pas vraiment de revenus, j'ai vraiment pas de revenus, plutôt. J'ai toujours pas de boulot, j'essaie de retrouver un logement à Paris, mais c'est compliqué, je sens que je vais pas y arriver. En 2019, j'ai entamé une formation au CNAM pour travailler dans le milieu du handicap.
Et là, il faudrait que je trouve du boulot, mais c'est dur d'y penser, de s'y mettre. C'est dur, pourquoi? Je suis vraiment tout le temps fatiguée. Surtout, je n'ai plus aucune confiance en mes capacités professionnelles. Voilà, je sais pas, je sais plus ce que je vaux dans le milieu du travail. Donc c'est vrai que c'est très très dur pour l'instant à sauter le pas. Comment ont réagi les collègues qui étaient avec vous dans le Bataclan? Il y en a une quinzaine qui ont quitté la police scientifique et qui sont partis faire complètement autre chose dans la police. Beaucoup d'ailleurs sont partis sur des services où ils sont dans des bureaux en fait, où il y a beaucoup moins de confrontation à des victimes, à des auteurs, voilà. De tous les gens que je connaissais sur le dans ce PM post-médical avancé, il y avait un infirmier anesthésiste qui bossait pour le CM 95-14 qui s'est suicidé. Il y a l'ambulancier avec qui je suis parti en intervention, qui a été en burn-out et en état de stress post-traumatique, qui a été arrêté pendant 6 mois. La jeune infirmière, là, quand je trouvais éventuellement peut-être un peu jeune, elle a eu des lombalgies chroniques, elle a été arrêtée pendant 7 mois. Moi, j'ai eu un cancer, alors que je suis quand même pas très très vieux. Il y a une sinistralité sur les gens qui ont été présents. Donc on peut dire que ça fait le hasard, hein, mais quand même, ça fait beaucoup de monde pour cet effectif présent que je connaissais. Voilà. J'ai perdu 30 kilos et ma vie n'est pas la même. Donc de toute façon, ça change. Aussi ça, mais là, je suis plus urgentiste, j'ai plus d'activité clinique. Est-ce que depuis le 13 novembre 2015, penser à ces événements a pu déclencher chez vous des réactions physiques? Alors un cancer, c'est bien parce que ça vous c'est une petite hiérarchisation. Ah là, ça fait watch out, c'est plein de choses. Hein. Le Bataclan contribue à m'avoir construit, comme mon cancer contribue à m'avoir construit, et faire de moi ce que je suis. Je crois pas être une mauvaise personne, et je pense que ça a contribué à avoir déjà j'ai une empathie naturelle importante, mais c'est vrai que de continuer à avoir une empathie. Tous les gens que je connais personnellement, je connais pas mal, des parents endeuillés, des rescapés, des blessés, dans le relationnel que j'ai avec eux ou avec elles, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Alors moi je me dis, bon, l'association à laquelle j'appartiens, 13-11-15, ce devrait être l'une de nos missions. Alors j'aide, d'une façon ou d'une autre. Et moi, bon, c'est plutôt dans le côté humain, relationnel, essayer de faire du bien, quoi. J'ai rejoint LFP en me disant, de toute façon, on verra bien. Et c'était très certainement une des meilleures choses que j'ai pu faire par rapport à tout ça, parce que ça a été un soutien incroyable. Retrouver une sensation de normalité malgré tout. Mais très clairement, j'ai beaucoup de mal à lier avec des gens qui ne sont pas du 13. Parce que très vite, on s'aperçoit qu'il y a un niveau de conversation, un niveau d'importance dans les priorités qu'on retrouve entre nous, qu'on peut retrouver avec des gens qui ont vécu des trucs loin d'être faciles, que les gens qui sont dans les questionnements superficiels et consuméristes ne peuvent absolument pas aborder. Depuis 1 an, je sors avec un rescapé blessé du Bataclan. On s'est connus il y a seulement 1 an. Lui va bien, il est considéré comme consolidé. Et ce qui est bien, c'est qu'on se comprend en fait. Et on peut parler du 13 comme on peut ne pas en parler. Mais voilà, si je parle d'un truc, il sait très bien de quoi je parle. Et ça, c'est bien, pas avoir à réexpliquer à chaque fois certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Notamment, nous, on est à environ 300-350 km, donc moi, je me suis un peu tourné vers la politique. J'ai rejoint une association avec un groupe d'amis un peu en écho, une association qui promeut
le débat, la discussion, l'échange culturel. Donc, ouais, une volonté d'action à l'échelle qu'on peut, quoi. Parce que c'est plus simple que de se tirer dessus quand même, c'est plus sympa. Je vais parler, raconter mon histoire dans des collèges, dans des lycées. Ça, c'est un programme qu'on fait avec notre association. C'est assez beau parce qu'il y a comment dire, un lien entre des... Enfin, c'est quelque chose où on travaille, j'ai l'impression, pour la société. C'est-à-dire, on va voir des jeunes pour leur parler de ce risque, enfin, de ce qu'on a vécu, et donc, à travers ça, du risque de radicalisation. Pour moi, il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir parler et sentir, penser que les mots pouvaient aider. Je pense qu'il a d'abord fallu que je travaille vraiment sur le dessin et que je vois finalement que ce que je disais, faisais en rapport avec ça pouvait avoir du sens pour d'autres. Que l'humanité n'était peut-être pas aussi conne que ça si des gens comme moi pouvaient témoigner et laisser leurs petites traces. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant qu'on termine l'entretien? On peut dire, bon, bien l'étude 1311, très scientifique, qui va décortiquer tout ça, qui va essayer de comprendre les mécanismes entre nos petits neurones et les événements réels et tout ça, oui, mais en attendant, ce que vit le cœur, bien malin qui pourra le décortiquer, celui-là. Il n'y a pas de mots, en fait, il n'y a pas de mots. Et en même temps, je crois qu'il faut mettre des mots. Eh ben, je vous remercie beaucoup et on peut couper.